La réforme du secteur pharmaceutique au regard de la prise en charge de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, une nécessité ou une urgence? C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Pour aborder ces sujets, nous avons invité pour vous sur ces plateaux le docteur Josi Kongolo, pharmacien. Bienvenue, docteur Josi Kongolo, à l'émission Carnet de développement. Merci. Docteur Josi Kongolo, président provincial de l'ordre des pharmaciens, ville-province de Kinshasa. Vous êtes pharmacien, vous êtes spécialiste. Nous voulons savoir aujourd'hui, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, il y a la confusion dans la société. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'un pharmacien. Si vous pouvez nous définir, les pharmaciens, c'est qui et quel est son rôle, et quelle est sa mission et aussi quelle est son importance dans la société. Vous avez la parole, docteur Josi Kongolo. Déjà, merci à RTNC 3 qui m'invite aujourd'hui et dans le cadre de cette émission Carnet de développement. Le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Donc, ça dit quand on voit médicament, on doit se dire tous les jours qu'il y a un pharmacien qui l'a conçu, qu'il a fabriqué, qu'il a analysé, qu'il a distribué, qu'il a dispensé. Et voire même plus loin, il a fait les études de pharmacovigilance. Je n'ai pas parlé de vente des médicaments. J'ai dit dispenser. Et la dispensation diffère de la vente. C'est toute la confusion qu'on a peut-être au niveau de la population qui lie les pharmaciens, exactement, qui lie les pharmaciens avec les boutiques des morts qu'on trouve aujourd'hui à la cité, sur lesquelles on a écrit pharmacie. Et donc son rôle, c'est de pouvoir mettre à la disposition des patients les médicaments, et des médicaments de qualité, efficaces et de qualité, qui répondent à la maladie. Et tout ça dans un cadre bien défini dans l'exercice d'une profession. Parce que ce n'est pas une profession qui s'exerce de manière vaille-que-vaille. Il y a une loi qui définit l'exercice de la profession. Donc il a pour mission, oui, de veiller à ce que le patient ait des médicaments efficaces et des médicaments de qualité. Maintenant, en fonction des indications, en fonction des formes galéniques, quand on dit forme galénique, c'est pratiquement la forme du médicament, ça peut être forme sirop, ça peut être des suppositoires, et le plus connu, ce sont des comprimés, et même dans les comprimés, on a des comprimés pelliculaires, on a des comprimés dispersibles, voire même effervescents. Donc, il y a tout un monde derrière. Les téléspectateurs peuvent retenir tout simplement que le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Quand vous êtes malade, le médecin fait recours au pharmacien pour pouvoir vous donner des médicaments efficaces et de qualité. Oui, les téléspectateurs doivent retenir, le pharmacien n'est pas la personne qui vend dans des boutiques là où il y a des médicaments. Docteur Josi Kongolo, vous êtes pharmacien des formations. Nous voulons savoir à quel stade se situe l'intervention du pharmacien dans la recherche des solutions sanitaires. Ça, c'est au niveau général. Déjà, le problème de santé, c'est la maladie. Et donc, le pharmacien, il met à la disposition des patients des médicaments pour pouvoir éradiquer la pathologie. Ça peut être une infection où on dispose des médicaments qui viendront tuer l'agent pathogène. Ça peut être des maladies métaboliques où nous aurons des médicaments qui viendront pour réorganiser ou reprendre le fonctionnement normal ou idéal du corps humain. Et donc, quand quelqu'un est malade, il se présente à l'hôpital, il est reçu par les infirmiers qui vont faire qui vont prélever les signes vitaux. Oui. Il va aller chez le médecin qui va faire l'anamnèse pour enfin poser un diagnostic en recevant les examens du laboratoire. Une fois
que le diagnostic est posé. Il dit par exemple, mon patient a le coronavirus, le médecin se tourne maintenant vers le pharmacien. Il nous demande qu'est-ce que je peux donner à ces patients pour qu'ils soient guéris. À ce moment-là, vous avez une complicité, les pharmaciens et les médecins. Exactement, c'est-à-dire pas l'un sans l'autre. Parce qu'il a diagnostiqué et moi je viens maintenant avec le médicament. J'ai dit pour le coronavirus, voici les médicaments que vous pouvez prescrire au patient. Et donc je lui dis comment le prescrire, je lui montre comment, c'est-à-dire le temps d'administration. C'est pourquoi vous avez des produits, par exemple, on dit matin, midi, soir. Il y en a d'autres où on dit une fois par jour. Il y en a d'autres où on dit une fois par semaine. Et plus loin, on dit même une fois l'an. Donc, on donne tous les nécessaires pour que le médecin soit bien équipé. Et au travers d'un cours commun qu'on a, la pharmacologie, nous arrivons à nous entendre. Alors, à la fin, le médecin fait une prescription. Donc, ce que nous appelons communément l'ordonnance. Et ce n'est pas ton document à toi. En fait, c'est la lettre que ton médecin m'envoie, moi, ton pharmacien, pour pouvoir dispenser les médicaments. Maintenant, dans cet acte de dispensation, il y a plusieurs paramètres que le pharmacien doit vérifier. L'identité de la personne, parce que l'identité peut être trahie. Vous avez par exemple un homme qui se présente avec une prescription où on demande les ovules. Donc le pharmacien a cette mission-là de pouvoir contrôler cette prescription si elle est bel et bien de la personne qui est devant, mais aussi si les médicaments qui sont prescrits répondent aux normes, parce qu'il y a ce que nous appelons des interactions médicamenteuses. Il y a des médicaments qui ne peuvent pas se donner au même moment. Et le rôle du pharmacien, c'est de pouvoir veiller et de recadrer toutes ces choses. En fait, nous sommes la dernière barrière sécuritaire du patient. L'intervention d'un pharmacien dans le traitement d'un patient, ça s'appelle comment en médecine? C'est-à-dire, nous sommes dans la prise en charge. La prise en charge a des étapes. Ce que je viens de vous dire, la prise des signes vitaux, les diagnostics qui est posé par les médecins avec l'appui des laborantins et l'apport en médicaments qui vient par le pharmacien. C'est là où, au début, j'ai parlé au niveau de la définition pour circonscrire le travail du pharmacien, de la conception jusqu'à la pharmacovigilance. C'est pourquoi, peut-être vous entendez souvent que le médicament n'est pas que, un médicament de qualité n'est pas que par le main du pharmacien. Parce que c'est au niveau de l'usine, quand le pharmacien fabrique, il donne aux pharmaciens de la grande distribution. Bon, ici à Kinshasa, on parle des dépôts pharmaceutiques, qui lui va donner aux pharmaciens d'officine. Tous ces schémas, c'est pour que le fabricant se rassure que les conditions de conservation ont été maintenues de l'usine jusqu'au lieu de dispensation du médicament. Et donc l'acte pour nous, c'est l'apport. Notre contribution, c'est l'apport en médicaments. Et il n'y a aucune pathologie qui peut être soignée sans médicaments. Même une intervention chirurgicale, on a besoin des antiseptiques, des désinfectants et tout le reste, ce sont des médicaments. Oui, comme votre intervention, c'est l'apport en médicaments, que dire des patients qui vont directement à l'officine pour chercher un médicament? Parce que quand ils ne se sentent pas mieux, il dit que non, je suis malade, je cherche tel produit parce que l'autre fois, le produit m'a aidé, m'a soulagé. Que dire de tous ces patients-là en fait, qui vont directement chez le pharmacien sans passer par le médecin? Bon, il y a l'automédication que nous conseillons, nous déconseillons aux patients. Mais au niveau de la pharmacie, il y a ce qu'on appelle les consultations pharmaceutiques. C'est un terme qui est de plus en plus fréquent au niveau international. Et le rôle du pharmacien, c'est de prendre en charge les symptômes. Donc, quand quelqu'un a la fièvre, quand quelqu'un a des maux de tête, quand quelqu'un a des allergies, vous n'allez pas les laisser comme ça. Parce qu'au risque de le voir peut-être mourir sur le chemin de l'hôpital. Donc, vous lui donnez un calmant. Généralement, peut-être c'est 72 heures
C'est 72 heures, parce qu'il y a de ceux-là, vous lui donnez un produit, il se sent mieux, il ne va pas à l'hôpital. C'est ça. Mais quand il revient, ah non, à ce moment-là, vous ne donnez plus les médicaments, vous lui demandez d'aller voir un médecin parce que vous aviez compris que vous avez, à un moment donné, bloqué les symptômes, mais vous n'aviez pas éradiqué la maladie. Oui. Il faut maintenant qu'on diagnostique quelle est la maladie qui dérange la personne pour après avoir les médicaments efficaces à donner aux patients. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous avons reçu le pharmacien Jossi Kongolo, c'est un spécialiste en pharmacie. Il est là pour nous aider, nous donner de l'éclairage sur toutes les questions que vous posez à la cité. Dans ces cas précis de la pandémie de Covid-19, parce que c'est vraiment une question d'actualité au niveau mondial comme au niveau national, quel est le stade de la recherche, toujours dans le contexte de la recherche des solutions sanitaires? Maintenant, dans ces cas précis, nous voulons savoir, est-ce qu'il y a déjà un vaccin ou bien il y a un médicament pour le traitement des patients qui souffrent de Covid-19 dans le monde et dans notre pays, la République démocratique du Congo? Bien, dans le monde, il y a déjà des solutions parce que il faut dire qu'ils sont suffisamment avancés du point de vue technologique et puis aussi en termes de législation, et ils sont outillés plus que nous. Peut-être dans les jours à venir, avec ces sursauts d'orgueil d'une grande nation, nous arriverons un jour à atteindre ces niveaux. Il y a déjà des laboratoires qui ont développé des vaccins, c'est sous essai clinique, bien évidemment. Donc on attend à ce que le résultat des essais cliniques soit concluant pour que de l'autre côté, qu'ils commencent déjà la vaccination. Parce que il faut le dire que la vaccination, c'est la meilleure des solutions qu'on a. Maintenant, bon, il y a aussi des données sociologiques que nous ne devons pas ignorer. Parce que quand un peuple dit non à un produit, il ne faut pas l'imposer ce produit. Vous voyez? Mais au même moment, quand nous disons non, il faut aussi mettre les moyens pour avoir ce produit de par vous-même. Donc il ne suffit pas de dire non et puis on croise le bras. Maintenant, il y a aussi, en termes de curatifs, il y a des médicaments, des antirétroviraux qu'on a essayé de reconvertir peut-être au niveau qui était utilisé dans le cas de VIH, qu'on utilise maintenant dans le cas de coronavirus. Mais vous savez, nous sommes dans une situation de crise. Les études, l'échantillon ne sont pas encore rassurants, mais du moins il y a des résultats des personnes qui sont guéries en utilisant ces produits. Bon, il y a aussi les antiparasitaires. Bon, pour éviter l'automédication, les téléspectateurs peuvent laisser cette partie comme acte pharmaceutique que je garde pour moi. Mais il y a aussi des antipaludéens qui ont circulé ici. Bon, on peut quand même les citer parce que c'est déjà connu. La chloroquine. Et il y a même d'autres molécules qui sont venues. Non, pas la quinine, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des études là-dessus. On a raté juste une opportunité de pouvoir tester in vitro. Comment? Le pays était distrait. Ah, ok. Pas le pharmacien. Parce qu'il y a une entreprise, Pharmakina, qui produit ces médicaments-là, et il suffisait seulement d'un peu de moyens pour un essai clinique, et on ne parlerait pas de la chloroquine, on parlerait de la quinine. Il y avait une possibilité. Mais comme on n'a pas prouvé, donc ce n'est pas un spécialiste des médicaments qui viendra à la télé dire que tel produit est efficace contre le coronavirus. Alors ici en RDC, nous avions la chance d'avoir de nos pairs, mais aussi certaines personnes qui ont lu la pharmacopée africaine, la pharmacopée sénégalaise, et qui ont découvert ou se sont rappelés des plantes qui ont des activités antivirales, et ils ont mis en place des médicaments, mais c'est encore sous essai clinique. Bon, maintenant, tout ce qu'il y a eu comme tapage médiatique, nous essayons de recadrer en tant que profession
puisqu'on ne fait pas la publicité des médicaments à la télé. Donc ça va de même que ce soit aussi des plantes utilisées comme médicaments, ne doit pas être publié au risque de pouvoir donner à tout le monde la possibilité de l'utiliser, mais mal l'utiliser. Mais vous venez de mentionner les antirétroviraux. Est-ce que c'est déjà disponible ici en RDC? Bon, contre le corona? Non. C'est-à-dire qu'à ce stade, on n'a pas... j'ai dit que nous sommes dans une urgence, hein, et que les informations que nous avons, puisque nous n'inventons pas la roue. Oui. On sait que le coronavirus, c'est un virus, et que nous avons un autre virus, peut-être d'une autre famille, pas du corona, mais qui est sensible à telle molécule. Donc on peut l'essayer. Maintenant, il faut prouver. Après avoir prouvé, on va faire ce qu'on appelle, on va faire une variation. Donc on va demander une variation. Puisque dans l'emballage du produit, on doit retrouver toutes les indications du produit. Si on n'a pas écrit coronavirus, donc il ne peut pas être utilisé contre le coronavirus. Parce qu'on doit devoir dire au patient ou au médecin qu'il est utilisé contre le coronavirus, par exemple, à 10 mg. Et ça, ce sont des études que nous devons tous faire. Malheureusement, ça prend du temps. On était dans une situation où on est dans une situation... Comme on est dans une situation d'urgence, maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit? Non, c'est-à-dire dans la situation d'urgence, malgré l'urgence, nous ne pouvons pas aussi nous exposer. Oui, c'est ça, en fait, la difficulté que nous avons. Vous avez une urgence, mais vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi aussi. Prendre n'importe quoi. Oui. Il faut absolument faire des essais cliniques. C'est vrai que le temps peut nous déranger. Voilà pourquoi les solutions beaucoup plus envisagées sont des solutions des plantes médicinales. Parce que souvent, ce sont des plantes qu'on utilise, des plantes comestibles. On s'est dit qu'en tant que plante, il ne tue pas la personne. Mais si en plus de pouvoir le prendre comme du thé, il peut avoir une activité antivirale, même anti-Covid. Donc vous pouvez recommander au public les plantes médicinales? Non, je ne peux pas recommander au public de faire l'automédication. Je ne peux pas. D'abord, il faut... Mais quand on le prend déjà à la maison comme thé, comme... Oui, mais prenez-le comme thé. Ne le prenez jamais à l'idée de soigner le coronavirus. En fait... Mais c'est ce qui a été fait parce que beaucoup de gens avaient des symptômes de coronavirus. Ils ont pris les Congo Bololo, ils ont pris des Sinda, des Bulukutu. Il y avait même des Tangawisi, beaucoup de produits comme ça. Et puis, ils étaient satisfaits que donc, ils ont été guéris des coronavirus. J'aimerais dire à la population que nous venons de rater une opportunité de faire valoir l'activité thérapeutique de nos plantes. Avec cette attitude, personne ne saura que la citronnelle soigne le coronavirus. Parce que celui qui a pris, il n'est pas passé par un diagnostic. Donc nous ne le saurons jamais. Mais alors que des symptômes. Mais le paludisme et la fièvre typhoïde, n'est-ce pas qu'ils ont le même symptôme qui est la fièvre? Donc vous voyez, on vient de louper une opportunité parce que là maintenant on ne sait pas c'était la grippe ou c'était le coronavirus. Vous voyez, donc on demande juste à la population de pouvoir laisser les professionnels faire un travail de fond, laisser les spécialistes travailler. C'est ce qui construit une nation. Vous ne pouvez pas construire des universités pour après ne pas utiliser les personnes qui sont formées dans ces universités. Il y a un problème. Ça pose un problème de développement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est-à-dire, vous savez bien que vous avez une université à Kinshasa qui forme des pharmaciens. Une pathologie est diagnostiquée. Vous n'êtes pas allé pour vous faire diagnostiquer. Vous-même, vous dites, ok, je zappe mon médecin, je zappe mon laborantin. Vraiment, c'est ça.
je zappe mon pharmacien, vous allez derrière, vous cueillez quelques plantes, vous buvez, vous vous sentez bien, et maintenant vous dites à tout le monde, je me suis fait soigner avec telle plante, donc il soigne le coronavirus. Maintenant, le danger est le suivant. C'est que si cette plante ne soigne pas et que quelqu'un d'autre avait réellement le coronavirus, il continuera à prendre la plante et développer sa maladie. C'est pourquoi au tout début, nous avions eu beaucoup de cas de décès. Parce qu'il y a eu des gens, au lieu de venir à l'hôpital, il a pensé que je pouvais prendre les Congo Bololo et le reste. Nous n'interdisons pas aux gens de prendre les Congo Bololo, nous n'interdisons pas aux gens de prendre les citronnelles et tout le reste. Mais nous disons, en aucun cas, le prendre en pensant qu'on soigne le coronavirus. Prenons-le comme on a l'habitude, ou on avait l'habitude de les prendre. Ce sont nos plantes médicinales, ce sont des plantes qui ont des vertus. Nous ne pouvons pas les mettre à côté parce que nous avions passé une mauvaise expérience. Donc, laissons les professionnels le manipuler pour tirer le meilleur de ces plantes. Il y a une inquiétude au niveau de la population. Quand on voit Covid-19, on se dit il y a un sigle Covid, coronavirus. Maintenant, le D, là, ça vient d'où? Et puis, le 19, là, c'est-à-dire, il y a un peu une confusion. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Si vous pouvez les aider à comprendre. C'est juste en anglais. Oui. C'est juste en anglais. Coronavirus disease, donc c'est pour dire maladie. Donc, maladie, coronavirus, donc c'est-à-dire à base d'un virus de la famille de coronavirus découvert en 2019. Donc, Covid-19. Le 19, là, c'est juste en 2019. Oui, parce que la pathologie a été diagnostiquée en Chine, à Wuhan, déjà en novembre-décembre. Chacun a sa politique et ils ont préféré qu'on parle de Covid-19. Ils ont leurs raisons. Peut-être nous, on a nos raisons aussi d'appeler Ebola. Oui, docteur Jossi, au niveau de l'équipe nationale de la riposte, il y a un protocole. Jusqu'ici, un protocole est mis en place. Nous voulons savoir, vous en tant que pharmacien, si vous pouvez comment vous mettre dans votre peau, dans votre casquette de pharmacien et répondre à cette question. Est-ce que ce protocole vous rassure? Bien. Le protocole guérit, puisqu'il y a des cas de guérison qui sont cités peut-être chaque jour ou bien 2 ou 3 jours après ou une semaine après. Donc le protocole est efficace, mais il y a aussi des cas de décès, il y a aussi des cas d'échec thérapeutique. Et donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits du protocole, puisque même une personne qui décède ne peut pas nous donner satisfaction, parce que nous ne savons pas ce que cette personne représentait pour sa famille. Vous voyez, le protocole a été mentionné dans une situation d'urgence. Au moment où nous parlons, nous continuons à améliorer le protocole, puisqu'il y a des chercheurs qui travaillent sur les nouvelles molécules, et pas forcément des nouvelles molécules, mais qui travaillent sur le repositionnement des anciennes molécules. S'il peut être efficace contre le coronavirus, on les donne. Il y a aussi d'autres familles pharmacologiques qui se sont ajoutées sur base des différentes découvertes de la pathologie Covid-19, où on a eu des anticoagulants qu'on a insérés, et il y a pas mal de molécules que nous avions pu ajouter au niveau du protocole. Il y a eu quand même un ping-pong entre l'OMS et puis les détracteurs de la chloroquine, mais les différentes études nous ont ramené quand même à dire que le produit a une activité au niveau du Covid-19. Maintenant, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte pour justifier des cas
des cas de décès. Nous ne sommes pas encore satisfaits puisque nous parlons d'une pandémie. Hein? Donc, nous travaillons là-dessus pour que les choses aillent bien. C'est peut-être là, à ce niveau-là, que nous demandons une bonne collaboration avec tous les partenaires qui rentrent dans la prise en charge de cette pathologie. Il faut un cadre de concertation pharmaceutique. Et je ne parle pas des cadres de concertation médicale, je suis en train de parler des cadres de concertation pharmaceutique. Ça n'existe pas jusqu'ici. Malheureusement, ça n'existe pas. Pour valider les molécules utilisées. Puisque le médecin attend la molécule ou les molécules à utiliser contre telle pathologie. Maintenant, ces cadres-là de discussion, nous ne l'avons pas. Et peut-être. Mais il y a des pharmaciens dans l'équipe de riposte. Oui, il y a des pharmaciens dans l'équipe de riposte, mais peut-être pas au niveau où nous avions souhaité. Parce que je vous dis, les médicaments, c'est de la conception à la pharmacovigilance. Si on a des pharmaciens au niveau de la conception, on aimerait l'avoir au niveau de la grande distribution, on aimerait l'avoir au niveau de la dispensation, on aimerait l'avoir au niveau de la pharmacovigilance pour plus de sécurité du patient. Par rapport à votre constat, qu'est-ce que vous préconisez pour que la prise en charge soit vraiment efficace en République démocratique du Congo, la prise en charge contre la maladie du coronavirus? Déjà, bravo à l'équipe pour ce qu'ils ont pu faire dans le contexte de la RDC. Ce n'est pas facile, mais de cette expérience, nous pensons qu'une unité d'urgence définie au préalable serait un atout. Serait un atout au lieu d'avoir des unités d'urgence composées dans les circonstances. Donc, si cette structure existe, le gouvernement peut l'appuyer pour asseoir une riposte. Bon, aujourd'hui Covid, mais demain on ne sait pas ce qui va arriver. Deuxièmement, nous souhaitons à chacun son couloir. Quand je dis à chacun son couloir, vous laissez à chacun faire sa spécialité. Moi, je suis spécialiste du médicament. Donc, il faut me laisser vous amener les molécules que j'estime de par le monde qui sont efficaces à cette pathologie. Il faut me laisser rassurer la qualité avec une bonne distribution. Il faut me laisser rassurer la bonne dispensation. Il faut me laisser rassurer la surveillance pharmacologique de ces médicaments. Et quand on prend chez moi la molécule, mais derrière là, je ne sais pas qui les détient, comment il les conserve, comment il les déplace. Bon, on a des spécialistes en logistique qui ne remplacent pas, s'il vous plaît, un logisticien ne remplacera jamais un pharmacien, jamais, alors jamais. Et nous aimerions que prochainement, peut-être ce que j'ai dit tantôt là, que le cadre de concertation pharmaceutique soit bien mis en place. Et en ce moment-là, nous pourrons tirer le meilleur du jus de nos pharmaciens formés au pays. Nous voulons savoir, est-ce que ça existe une politique nationale d'assainissement ou de développement du secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo? Bon, il y a des tentatives de vouloir assainir le secteur en termes de politique. Il y a un souhait des politiques du développement, puisque déjà en 2018, nous avions eu la signature de la loi cadre du secteur de la santé, et dans lequel le secteur pharmaceutique a eu quelques innovations. Tout récemment, je pense il y a 1 mois ou 2 mois, nous avions eu la signature du décret du Premier ministre portant création de la COREP. C'est notre autorité de régulation maintenant, qui a pratiquement 9 à 11 missions qui lui est confiée. Nous pensons qu'avec cet outil, nous pouvons faire mieux. Bon, il y a les arrêtés que nous avons. Il y a un arrêté de 2002, arrêté qu'on appelle souvent arrêté Machako, mais il y a aussi un arrêté de 2015 du docteur Kabange Numbi qui malheureusement
souffre d'une objection, je ne sais pas si j'utilise bien les termes juridiques, souffre d'une objection par les opérateurs économiques qui ont estimé certains articles, qui ont attaqué certains articles dans cet arrêté et qui bloquent en fait tout. Alors que c'est un outil très important pour l'assainissement du secteur pharmaceutique en RDC. Et c'est ici l'occasion de demander, avec la nouvelle vague de l'état de droit, un ministre qui signe un tel document, et puis des personnes qui vont estimer pouvoir les bloquer, on les met dans un frigo, n'est pas d'application. Donc, pouvons dire qu'il y a plusieurs textes en la matière, mais là, ça souffre d'application. Nous souffrons de l'application de ces textes. Et ça, c'est aussi général. Et nous pensons que le moment est venu de pouvoir appliquer les textes qui régissent les secteurs pharmaceutiques. Parce que, Madame Chimène, imaginez-vous, quelqu'un se réveille tout bonnement chez lui à la maison, il va voir un bailleur, il prend un local, il écrit pharmacie. Le lendemain, il se présente dans un dépôt pharmaceutique avec une liste de médicaments. On lui pose la question, oui, c'est quelle pharmacie? Il dit Josifar. Après, il commence à citer les médicaments, on lui donne les médicaments sans savoir qui il est, qu'est-ce qu'il va faire avec ces médicaments. Vous voyez à quel niveau nous exposons le 16 millions de quinois. Donc le moment vraiment est venu pour que le gouverneur de la ville doit assainir les secteurs pharmaceutiques pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt de ceux qui vivent avec nous, mais pour l'intérêt aussi de nos visiteurs. Mais cette fois-ci, si ça sera assaini, ça sera une bonne chose. Je pense que ces discours-là de l'assainissement du secteur pharmaceutique, on l'entend parler depuis des années. Chaque fois, les pharmaciens se plaignent par rapport à leur secteur. Mais on est en 2020 et puis on a la pandémie de Covid, on est dans la période de crise. Si la période ici peut aider le secteur pharmaceutique par rapport aux recommandations des pharmaciens, ça serait une bonne chose. Parce que j'entends pas, je suis journaliste depuis plusieurs années, j'entends parler de ces débats-là, assainissement du secteur pharmaceutique, et puis ça continue. C'est comme si les pharmaciens ne sont pas vraiment écoutés. Non, je foi pour plusieurs simples raisons. On s'est réveillé un matin, tous les taxis étaient en jaune. Oh oui. Je foi pour plusieurs raisons. On s'est réveillé un matin, il y avait plus de 207 sur la ville qui circulaient. Il y a esprit de vie. Je foi, on s'est réveillé un matin, on parle état de droit. Je foi et je crois. J'ai un passeport congolais et je ne veux pas le changer. Oui, docteur Josy Kongolo, par rapport à notre sous-thème d'aujourd'hui, la réforme du secteur pharmaceutique au regard de la prise en charge de Covid-19, nous voulons savoir si vous envisagez des réformes, quelles seront les plus urgentes? Voilà. En termes de réformes, nous avions diagnostiqué ensemble avec vous ici l'application des textes. Pour appliquer les textes, il faut avoir des hommes de terrain. Nous demanderons vraiment aux autorités de pouvoir renforcer l'inspection pharmaceutique, de voir au niveau de la province si on peut renforcer l'équipe. Il n'y a pas assez de gens, je ne sais pas s'ils sont à 3 ou 4 ou 10, mais nous aimerions avoir même 30. Pourquoi pas un inspecteur par commune? Pourquoi pas un inspecteur, plusieurs inspecteurs pour les districts? Parce que le travail doit se faire sur terrain. Quand quelqu'un ouvre une pharmacie, c'est l'inspecteur qui doit venir pour lui demander. Nous avons des inspecteurs de la DGI. Voilà pourquoi nous, pharmaciens, on subirait la loi devant l'inspecteur de la DGI, devant l'inspecteur des DGRK, mais les autres ne veulent pas subir la loi devant l'inspecteur pharmaceutique. Donc, il faudrait aussi que le pays puisse équiper en personnel l'inspection des provinces pour qu'il y ait quand même une présence de l'État assez efficace à ces niveaux-là. Question de curiosité, notre émission, c'est l'émission Carnet de développement. Est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la pharmacie et le développement?
À cette question, j'aimerais être à la place du président de l'Inde. Ah bon? Voilà. Puisque l'Inde fonde son circuit économique sur des domaines importants, la pharmacie et l'informatique. La pharmacie, c'est un secteur de développement comme pas possible. Et que tout investisseur aguerri, outillé, peut facilement prendre le risque dans les secteurs pharmaceutiques. Parce que même en temps de guerre, les gens ont besoin des médicaments. Même en temps de crise, les gens ont besoin des médicaments. Et le développement passe par l'emploi. Donc la pharmacie est un secteur qui donnera à des centaines de milliers de personnes l'emploi. Non, on ne développe pas une nation avec des personnes malades. Donc si nous pouvons donner des médicaments de qualité ici, madame, on importe des solutions physiologiques. Donc c'est comme si on importait de l'eau. Imaginez-vous, on importe de l'eau. Combien de devises que nous jetons parce que nous importons de l'eau alors qu'on a notre fleuve. Ici, il suffit juste de stériliser, il suffit juste d'apporter une touche galénique pour pouvoir donner à la population. Le président de la République l'a compris et devant les congrès, si vous réalisez bien, parmi les domaines cités de développement, ils ont cité l'industrie pharmaceutique. Oui, docteur Jossy, merci beaucoup. Merci. Nous arrivons vers la fin de notre émission. Si vous pouvez placer un dernier mot par rapport à tout ce que nous venons de dire dans cette émission. Un pays qui a coltan, un pays qui a l'or, un pays qui a du diamant, ne mérite pas de telles pharmacies dans la capitale. Merci. Vous avez été notre invité d'aujourd'hui. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président provincial de l'ordre des pharmaciens, ville-province de Kinshasa. Avec vous, nous avons abordé la question liée à la réforme du secteur pharmaceutique au regard de la prise en charge de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Et merci à toute l'équipe technique, merci à notre invité. Merci beaucoup à tous, merci à toutes. Nous sommes arrivés à la fin. Bonne suite des programmes sur la chaîne institutionnelle et au revoir.